Bonsoir et bienvenue dans votre émission Duel. Duel, comme tous les vendredis, a le plaisir de recevoir des politiques pour parler de l'actualité de la semaine. Une actualité dominée par la mort de Aïch Diallo à l'hôpital de Pikine, mais également de l'exclusion de Khalifa Ababacar Sall et compagnie du Parti socialiste, mais aussi de l'alerte des États-Unis sur une prétendue menace terroriste. Alors, pour en parler, Duel a le plaisir de recevoir Monsieur Bokar Ndjong de l'APR. Bonsoir à vous, Monsieur Ndjong. Bonsoir, madame. Mais aussi Monsieur Youssou Mbow du Parti socialiste. Bonsoir, Monsieur Mbow. Bonsoir Sophie, bonsoir à Bokar et je dis bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent. D'ailleurs, ai-je raison de dire Youssou Mbow du Parti socialiste? Bien sûr, Sophie, bien sûr. Nous sommes du Parti socialiste, nous restons des socialistes et évidemment, l'information que nous avons reçue et qui est en train d'être distillée depuis 2 jours, cette information, comme un de mes camarades l'a dit, cela ne nous engage pas. Nous sommes dans une formation politique avec des textes, une formation bien structurée. Et ces textes-là, ce n'est pas 2 pelés 3 tondus qui se sont enfermés dans leur chambre pour les élaborer. Ces textes ont été élaborés par le dernier congrès du Parti socialiste qui s'est tenu en 2014. Et dans ces textes-là, on ne parle pas d'auto-exclusion. D'ailleurs, on n'a jamais été dans une logique de nous auto-exclure du Parti socialiste. Il se trouve juste qu'il y a une situation aujourd'hui inédite au Parti socialiste. Et si vous permettez, en quelques mots, j'explique. Le Parti socialiste est un peu à la croisée des chemins entre une direction du parti qui a décidé de vendanger les intérêts du Parti socialiste au profit de leurs intérêts crypto-personnels. Et dans ce groupe, c'est Ousmane Tanor Dieng qui est naturellement le porte-drapeau. Ils ont décidé, eux, de mettre à genoux le Parti socialiste en ne gérant que des intérêts qui leur sont propres. Et souvent, c'est des intérêts qui se résument en termes d'estrapontins, des postes de députés, des postes de ministres. Et en mettant entre parenthèses toute velléité de changement ou d'ambition à l'intérieur du parti. Et c'est cela qui nous a posé problème, nous autres que l'on qualifie de khalifaïstes ou de pro-khalifa. En réalité, il ne s'agit même pas d'être khalifaïste. Ce dont il s'agit ici, c'est une bataille avec 2 visions diamétralement opposées. La première, c'est nous qui disons et affirmons cela avec beaucoup de force, que le Parti socialiste a une tradition, que ce parti-là a participé à construire une nation et à bâtir une république au Sénégal. Que personne n'a le droit de piétiner le parti, mais surtout personne n'a le droit d'enterrer ce parti-là. Et c'est cela qui explique un peu l'autre logique consistant à dire le parti doit garder intactes ses ambitions de conquête et d'exercice du pouvoir. Les autres d'en face, ils ont décidé, eux, de prendre les intérêts du parti, évidemment de les confier à leurs alliés de l'APR, pour ne pas dire à les vendre aux alliés de l'APR, d'aller s'aplatir, de s'agenouiller et de renoncer, et de faire dans le renoncement. Renoncement par rapport aux ambitions politiques, renoncement par rapport à l'idéal qui nous a vu tous nous battre ensemble de 2000 à maintenant, renoncement par rapport aux espoirs que le Parti socialiste a suscité, renoncement par rapport à l'idéologie que le Parti socialiste a toujours incarné, et aujourd'hui, renoncement par rapport même à une certaine forme de dignité. Voilà. C'est cela que nous déplorons. Qu'est-ce qui explique cette décision d'Ousmane Tanor Dieng? Vous savez, Ousmane Tanor Dieng est un habitué des faits. Ce n'est pas la première fois que le Parti socialiste procède à des exclusions. Il a toujours essayé de mettre la forme, de mettre les manières. Mais vous savez, aujourd'hui, le contexte a un peu changé. Qu'est-ce que vous appelez par manière? Oui, mais enfin, j'ai dit que lui, il a toujours procédé de cette manière. Il a toujours procédé de cela. En quoi faisant? En essayant de mettre la manière. La manière, c'est que il y a des camarades qui ont été exclus avant Djibo Letika, que la terre lui soit légère. Il a été exclu du Parti socialiste. Les Moussa Fagnas ont été exclus du Parti socialiste. Alors, tout récemment, il y a des jeunes encore qui ont été exclus du Parti socialiste. Aujourd'hui, c'est autour de Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall et nous autres qui sont sur le point d'être exclus du Parti socialiste. Tout cela, ça ressemble à l'homme, Ousmane Tanor Dieng. Ça ressemble à ses méthodes. Tout cela également résume l'état d'esprit de cette personne-là qui, en fin de compte, ne gère que ses intérêts
crypto-personnel, qui n'a plus d'ambition pour le parti, qui n'a plus d'ambition pour le Sénégal et qui n'a de l'ambition que pour ses intérêts, et ses intérêts se résument aujourd'hui au poste qu'il occupe en étant le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est cela que nous dénonçons. Et on reviendra et je vous dirai en réalité qu'à travers des textes à l'appui que cette décision qu'ils sont sur le point de prendre, elle est nulle et non avenue. D'accord. Monsieur Bocar Ndjong, alors, quel commentaire, vous, en tant que parti allié? Bon, vous posez là une question embarrassante dès lors que ça concerne les socialistes, mais je vais donner mon point de vue par rapport à ça. Moi, je pense que unanimement, les Sénégalais ont vu au président Ousmane Tanor Dieng du Haut Conseil des collectivités territoriales un grand homme. Et dans le cadre de notre compagnonnage au sein du Benno Bokk Yakaar, il a fait preuve d'une très grande loyauté et de beaucoup de discernement. Parce que, encore, il faudrait-il rappeler que depuis 2012 jusqu'à ce jour, on ne l'a jamais entendu pour des questions de prébende, pour des questions de poste de responsabilité, parler de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je vais me ranger derrière mon leader, le président Macky Sall, qui, encore une fois, a loué la loyauté et la constance même du président Ousmane Tanor Dieng. Donc, par rapport à ça, moi, mon commentaire, c'est que je trouve que c'est un grand homme d'État. Et puis, il faudrait aussi lui reconnaître qu'il est très serein. Et je ne pense pas que certaines agitations puissent le désarçonner, encore moins l'ébranler, parce que c'est un homme aussi extrêmement serein. Les Sénégalais ont vu et constaté que malgré tout ce brouhaha et tout ce tintamarre qui s'agite autour de sa personne, nullement on l'a entendu élever un mot ou dire quoi que ce soit. S'agissant du Parti socialiste, moi je ne suis pas un socialiste et je n'ai jamais de carte socialiste et je ne pense même pas que j'en aurai, mais je trouve que quand même ils ont des règlements intérieurs dans leur parti, au sein même de leur parti, que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas m'aventurer par rapport à ce qui se passe actuellement dans ça. Mais par rapport à l'homme, on a retenu et on a vu que c'est quelqu'un de très calme, de très serein. D'accord. Tout à l'heure, vous parlez du président de la République. Nous allons rester avec vous, Monsieur Ndjong. Cette nouvelle affaire du Parti socialiste, est-ce que cela ne va pas, comment dirais-je, ne va pas donner raison à ceux qui disent que la seule volonté du président de la République est d'affaiblir ses alliés? Vous savez, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a bon dos. Je pense que quand, au sein des partis, il y a certains remue-ménages, certains mouvements, il se trouve toujours qu'on trouve le fallacieux alibi et prétexte de le coller au président Sall, qui, je ne pense pas, et il n'est pas dans ses calculs ni dans son esprit de s'immiscer dans la gestion intérieure des partis. C'est valable pour la Ligue démocratique, la LD, et entre autres partis, le PS et autres partis. Chaque parti a ses problèmes internes et malheureusement, aujourd'hui, tout tourne autour de quand il y a des grabuges, des problèmes. On dit que oui, c'est le président, il a bon dos et malheureusement, les Sénégalais ont compris que c'est des partis qui ont des problèmes en leur sein. Donc, à ce niveau, moi, je ne pense même pas que cela puisse nous affecter encore moins, nous faire porter le tort. Alors, Monsieur Mbow, je m'adresse à vous. Au-delà du Parti socialiste, il y a le cas LD, l'AFP. Est-ce qu'on ne peut pas parler de conflit générationnel ou bien de problèmes ou bien de démocratie interne? Non. Au Parti socialiste, nous n'avons pas un problème de conflit générationnel. En réalité, le président Macky Sall est en train d'appliquer une vieille méthode que tous les hommes politiques connaissent. Cette méthode consiste à diviser pour mieux régner. Macky Sall essaie de diviser l'ensemble des formations politiques qui le soutiennent, mais surtout l'ensemble des formations politiques qui sont à même de pouvoir proposer des personnalités fortes capables de d'ébranler son pouvoir. Il en avait identifié dans son parti. Il en a identifié d'abord au sein de notre parti. La personne la plus ciblée, c'est Khalifa Sall. Aujourd'hui, regardez l'ensemble de l'affaire Khalifa Sall. Je ne parlerai même pas de l'affaire judiciaire, mais je parlerai de cette affaire politique, cette cabale politique montée contre Khalifa Sall et qui lui vaut aujourd'hui son séjour en prison, n'est
que la volonté de Macky Sall et de Ousmane Tanor Dieng de neutraliser un potentiel adversaire. Rien d'autre. Pourquoi vous parlez de cabale politique? Mais cabale politique dans la mesure où cette histoire d'accusation de caisse d'avance et autres, eux-mêmes ils savent que c'est du chimère. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que les faits ne sont pas avérés, ne sont pas fondés. C'est des pratiques qui ont été toujours en vigueur. Ousmane Tanor Dieng le sait, Macky Sall le sait, puisqu'il a été ministre de l'Intérieur. Alors à partir de ce moment, ça veut dire que la seule chose qui intéresse Macky Sall dans le Parti socialiste, c'est comment faire pour que Khalifa Ababacar Sall ne puisse pas véritablement compétir face à lui, en sachant que la cote de popularité de Khalifa Sall, qui a toujours gagné le département de Dakar, mais surtout qui a commencé des tournées à l'intérieur du pays, et ces tournées avaient commencé naturellement à réveiller un engouement au sein de la population. Alors ils se sont dit comment freiner évidemment Khalifa avant qu'il ne soit trop tard. Alors ce complot d'État qui vaut que Khalifa Sall, Mbaye Touré et ses autres co-détenus Yatma se trouvent aujourd'hui dans les liens de la détention, c'est ce même complot qu'on est en train d'ourdir vis-à-vis des autres formations politiques. Vous savez, ça ne remonte pas à Macky Sall. Ça veut dire qu'on l'a vu avec d'autres. Je reconnais, Abdou Diouf en a fait. On l'a fait Abdoulaye Wade. On a vu la veille des élections de 2000, Ousmane Ngom, Jean-Paul Diaz et autres quitter le PDS pour venir soutenir Abdoulaye Wade. Mais avec Macky, ça a atteint des proportions évidemment jamais égalées. Jamais égalées. Et puis, il le fait avec une inélégance qu'on ne peut même pas nommer. Vous ne pouvez pas être le chantre d'une certaine moralisation de la vie politique au Sénégal entre 2009, 2011, 2010, 2011 et 2012 et subitement redevenir le chantre de la transhumance. Ça veut dire que j'ai un problème de glissement par rapport à cela. Qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement Macky pense que de 2009 à 2012, la transhumance est à bannir, à condamner, et que ceux qui le font méritent même qu'on les jette dans les feux d'hygiène, et que subitement, de 2012 à maintenant, ils considèrent que la transhumance est une bonne chose parce que ça permet de renforcer son pouvoir. C'est un peu cela qui fait que finalement, on doit se battre pour savoir le discours que les hommes politiques tiennent. Quelle est la véracité de ce discours-là? Quel est le degré de sincérité de ce discours-là? Parce que n'oublions pas, John, nous ne sommes pas seulement des acteurs politiques, nous sommes aussi des donneurs de leçons, à mon avis. Nous sommes des donneurs de leçons, pas au sens négatif, mais au sens positif. Parce que tout homme politique, à partir du moment où tu as une certaine ambition, tu peux te poser comme référence. Tu ne peux pas être une référence si à chaque fois que tu dis ou tu poses un acte, le lendemain, tu refais le contraire. Et on l'a vu avec Macky Sall et on continuera à le voir avec lui. Aujourd'hui, c'est le PS, demain, ce sera la LD, mais encore en pire. Ce sera le Rewmi, encore en pire, et à partir de ce moment, on se retrouvera dans un pays où le président de la République, au lieu de s'occuper des préoccupations du peuple sénégalais, s'occupe à déstabiliser ses adversaires. Or, quelqu'un qui n'a pas d'adversaire, évidemment, même s'il gagne des élections, ce sera sans gloire. D'accord. Très rapidement, Monsieur Ndiongo, la perspective de 2019, est-ce que pourrait apporter un PS avec Tanor qui reste sans alliés? Bon, il faut dire que aussi le PS, dans le cadre du Benno Bokk Yakaar, est un grand parti. Et je pense que tous ses membres, dans leur responsabilité au niveau de certaines communes ou dans leur circonscription électorale, ont des poids électoraux quantifiés. Donc, nous considérons le PS comme un allié sûr, certain, et puis du point de vue poids électoral aussi, nous lui concédons tout le respect dû à son égard. Et au président Ousmane Tanor Dieng. Le président Macky Sall a bon dos, je le répète encore, qu'à chaque fois que dans les partis il y a eu des troubles ou des remous ou des querelles de positionnement, il se trouve tout le temps, on trouvera effectivement le faux prétexte de nous le coller. Mais nous comprenons, c'est des partis et des gens aussi qui ont des ambitions, qui sont pressés, ils sont impatients. À la vérité, c'est ça le problème. Parce que aussi, chaque parti, c'est vrai qu'il doit y avoir, même s'il est vrai, des querelles de positionnement, mais ça doit pouvoir se faire dans la légalité et conformément aux règles et aux lois qui régissent les partis. Donc ça aussi, il est bon que les gens le sachent. Nous considérons le PS comme un bon allié et puis le président de la République aussi est à féliciter sur ce point parce que
le compagnonnage du Benno Bokk Yakaar, bientôt maintenant 5 ans, et nous trouvons qu'ils sont à égale dignité, c'est de bons partis et ils sont loyaux, et ils sont sincères. Alors, donc de ce point de vue, moi je ne pense pas pouvoir dire que le PS ne nous apportera rien. D'accord. L'avenir de Aïssata Tall Sall et de Khalifa Babacar Sall dans le Parti socialiste, est-ce qu'ils vont rester pour mener le combat dans le Parti socialiste ou bien? Vous savez, moi je dis jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous membres du Parti socialiste. Et ce n'est pas un combat individuel, c'est un combat collectif. Ce combat dépasse la personne de Khalifa Sall, ça dépasse la personne d'Aïssata, ça dépasse ma propre personne. C'est un combat de principe que des générations vont ensuite s'approprier. Vous l'aviez dit tout à l'heure, est-ce que le combat au sein du parti, c'est un problème de génération? Je dis d'une manière globale. Ce n'est pas un problème de génération, c'est pas un problème de conflit de génération. C'est d'abord un problème de vision. Mais ça peut permettre de rebondir et de pouvoir toucher cet aspect-là. Parce que je ne parle pas du PS, je parle de l'ensemble des formations politiques. Vous prenez, il y a un réel problème de démocratie interne. Lorsque Ousmane Tanor Dieng dit que le PS doit accompagner Macky Sall, mais lui, il le sait. Le débat n'a pas été posé dans l'intérieur des instances habilitées à trancher. Il est parti poser le débat dans une instance que l'on appelle bureau politique. Et si vous prenez le bureau politique du Parti socialiste, à 90%, c'est lui qui les a cooptés. C'est exactement le problème. Là où le débat devait être posé, c'est dans notre grande instance que l'on appelle le comité central. Mais c'est parce que les gens sont allergiques à toute contestation, allergiques à tout débat démocratique, libre et critique, que évidemment ils préfèrent ces petites solutions-là. En quoi faisant? En se réunissant entre copains et coquins pour pouvoir décider de l'avenir d'une formation politique. Et ça me ramène à une idée qui me tient à cœur. Il faudra que dans ce pays que les gens commencent à comprendre qu'on ne peut pas ad vitam aeternam être à la tête d'une formation politique et brider ses propres responsables. Ce n'est pas possible. Je prends la charte fondamentale, c'est la Constitution. Et ça a fait l'objet d'un débat toute cette semaine. On dit que le président de la République ne peut pas faire un mandat de 2 ans, plus de 2 ans de mandat. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un 3e mandat. Nous prenons curieusement... oui, c'est ça que j'ai dit, 2 mandats successifs. Nous prenons curieusement les formations politiques. Vous voyez un leader qui est à la tête de sa formation politique depuis 30 ans, depuis 20 ans. Ça pose un problème de cohérence. De la même manière que le président de la République ne peut pas faire 3 mandats successifs, un secrétaire général d'une formation politique ne doit pas également faire plus de 2 mandats successifs. Surtout que ce secrétaire général, en fin de compte, n'a fait qu'étaler des défaites. On ne peut pas prendre un parti qui, au départ, avait 42% de l'électorat, qui se retrouve avec 11% de l'électorat, et vous voulez encore continuer à le régresser jusqu'à ce que ce parti se retrouve avec 5%. Vous étiez à l'intérieur du Parti socialiste. Nous sommes responsables, mais vous savez alors, mieux que moi. C'est pas maintenant que vous allez jeter l'ombre sur les socialistes. Vous savez mieux que moi que ce soit les formations politiques, que ce soit l'État d'une manière générale, le quotient personnel de celui qui le dirige compte. Mais en son temps, vous étiez derrière lui. Et en son temps, vous ne l'avez pas contesté, vous n'avez pas protesté son leadership. Nous ne contestons pas le fait qu'il soit secrétaire général du parti, nous contestons ses méthodes, M. Ndion. D'accord. Il y a une différence. Il y a une différence, d'accord. Alors, ce jeudi, M. Mbou et à vous également, M. Ndion, l'ambassade des États-Unis a publié un communiqué dans lequel il appelle ou bien il avertit ses ressortissants d'une alerte au niveau de Dakar. Alors, M. Bokar Ndjong, croyez-vous à une menace terroriste à Dakar? Bon, vous venez de nous poser une question très embarrassante dès lors que ça émane déjà de la sécurité intérieure du pays. Et vous savez, le terrorisme à travers le monde est un fléau, est un mal extrêmement dangereux. Et de ce point de vue, nous pensons que si l'ambassade des États-Unis a émis des communiqués alertant ses ressortissants, les évitant à fréquenter certains lieux, nous refugeons derrière notre État. Il serait trop prétentieux de notre part de vouloir émettre des idées là-dessus, parce que j'imagine déjà qu'au niveau central ou bien en haut lieu, nos autorités sont mieux informées que nous. Et je pense que
l'État prendra la pleine mesure de toutes les mesures sécuritaires pour pallier à certains faits. Il est vrai que c'est un fléau, un mal qu'il est très difficile de combattre. Parce que même dans les pays européens, si les terroristes parviennent à se déployer, nos pays sous-développés ou pays subsahariens, il nous sera très très difficile de nous parer à ça. Mais nous rendons grâce à Dieu et aussi nous disons que notre pays, du point de vue sécurité, nos forces de défense sont déployées aussi au niveau international et dans toutes les zones où il y a des conflits, nous sommes auprès des institutions internationales. Donc de ce point de vue, l'expérience aidant, nous n'avons nullement pas des craintes vis-à-vis de ça. Nous avons confiance à nos forces de sécurité et nous avons confiance aussi à la vision du chef de l'État qui, rappelons-le, aussi définit la politique de la nation par rapport à tout et qu'il est aussi le garant de tous les Sénégalais, de la sécurité de tous les Sénégalais. D'accord. Monsieur Mbow, les Américains parlent de menaces crédibles liées à une activité terroriste à Dakar. Est-ce que quelle assertion ou bien quel crédit donnez-vous à cette assertion? Oui, moi, je me dis, Sophie, que dans cette situation-là, sans même être expert, je pense que lorsqu'on avertit, ça veut dire qu'on permet aux autorités sénégalaises de pouvoir prendre des dispositions idoines, capables de nous aider à maintenir la stabilité, la paix que ce pays a toujours eu. Le terrorisme est aujourd'hui en vogue. Pratiquement, on pourrait même considérer que c'est une mode dans la mesure où pratiquement l'ensemble des pays de la sous-région, je pense qu'il n'y avait que le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui n'avaient pas encore été touchés. La Côte d'Ivoire l'a été, donc il reste le Sénégal. Nous prions pour que le Sénégal ne le soit pas. Le Mali est d'ailleurs touché. Oui, c'est ça que j'ai dit. Nous prions pour que le Sénégal ne le soit pas. Il reste que de la prière à elle seule, quelle que soit sa noblesse, ne suffit pas. Il faudra que nos forces de défense et de sécurité s'y mettent. Et je sais que nous avons des forces et de défense de sécurité très perspicaces, très subtiles. Et en ce sens-là également, qui abattent un travail discret mais très efficace. Nous continuerons à penser que l'État sénégalais pourra évidemment protéger ses concitoyens contre cela. La seule chose que je ne voudrais pas, je pense que quand même, quelle que soit la pertinence des avertissements des Américains, quelle que soit également leur capacité à avoir des renseignements, il ne faut surtout pas que l'on oublie. Il y a eu combien d'attentats aux États-Unis? L'Amérique dispose pratiquement d'un système de renseignement le plus performant du monde. Et ils n'arrivent pas à éviter des attentats chez eux. Alors, lorsqu'ils disent qu'au Sénégal, il y a une menace d'attentat et que la panique commence évidemment à s'installer, je me dis qu'il faudra que tout un chacun revienne à la sérénité et que nous fassions confiance à nos forces de défense et de sécurité. En sachant que nous avons également un système de renseignement très efficace qui pourra en temps réel contrer toute velléité de terrorisme dans notre pays. D'accord. Monsieur Diongo, on parle de menaces terrorisme. Est-ce que l'État du Sénégal n'a pas le devoir et le droit de rassurer ses citoyens? Vous savez, pour rassurer les citoyens, d'abord, il faudrait que les citoyens se sentent en sécurité. Vous patrouillez au niveau de Dakar, vous verrez qu'effectivement, il y a des cordons sécuritaires au niveau de certaines zones stratégiques. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est la seule et unique façon de rassurer quand même les citoyens. Que les citoyens sentent que la sécurité est avec eux. Et là, de ce point de vue, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous rendrez dans la capitale, vous verrez qu'à certains endroits bien indiqués, vous verrez des forces de l'ordre en patrouille. Donc c'est la seule solution par rapport pour parer à d'éventuelles menaces. Alors l'État du Sénégal devrait également informer ou bien parler aux citoyens sur la réalité, sur ce qui se passe exactement. Vous savez, il y a des questions sécuritaires qui ne devraient pas être dévoilées. Parce que il y va de la sécurité même de l'État. Et je pense que c'est dans les secrets confidentiels et nullement, il ne servirait à rien d'alarmer et de susciter la peur au niveau des citoyens. C'est aux citoyens de se prémunir et d'être sur leur garde par rapport évidemment à tout ce qui pourrait être suspect, de les signaler au niveau des forces de sécurité et des autorités étatiques, parce que aussi
il y va de la sécurité de tout un chacun, qu'à chaque fois que des gens verront des choses suspectes ou bien des individus suspects, qu'ils puissent évidemment les dénoncer, ils puissent évidemment renseigner l'État. C'est à ce niveau seulement qu'il faudra pallier au risque d'attentat. D'accord. Monsieur Mbow, le Sénégal est exposé, on peut dire, à une menace terroriste. Mais est-ce que le Sénégal ne pose pas d'actes qui le poussent à cette menace terroriste? Parce qu'à chaque fois, on parle d'arrestation de religieux, ou bien on parle de soutien à l'Arabie Saoudite, ou bien d'arrestation d'imams. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport d'effet, de cause à effet par rapport à cela. Vous savez, le temps du renseignement, le temps de la sécurité intérieure, ce n'est pas aussi le temps des politiques ni le temps journalistique. Donc il y a un décalage qui fait que, évidemment, l'État possède des renseignements que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas apprécier. La seule chose que nous pouvons dire, nous, en tant que politique, c'est que l'État prenne ses responsabilités et veille à ce que ce pays-là soit stable et que cette stabilité puisse perdurer. Maintenant, quelles sont les causes de ces velléités de terrorisme au Sénégal? Moi, je me dis que nous avons quand même une chance, sans pour autant verser dans une certaine forme de naïveté. Notre chance, c'est quoi? C'est que l'islam sénégalais est un islam tolérant. Qu'on le veuille ou pas, l'analyse sociologique qu'on peut faire, nous avons un islam tolérant. Nous n'avons pas un islam radical qui pousse les uns contre les autres. Nous avons un islam qui dit que les uns et les autres peuvent marcher ensemble. Les uns et les autres peuvent cohabiter ensemble. Nous avons un islam confrérique sur lequel, évidemment, ce peuple-là a été construit, bâti, et que l'ensemble des Sénégalais, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur confrérie, évidemment, vous notez une certaine forme de communication et de dialogue entre ces confrères-là. À partir de ce moment, je me dis que la menace, même si elle doit venir, elle pouvait être beaucoup plus pernicieuse si ce sont des Sénégalais bon teint qui porteraient évidemment cela. Mais tant que ce sont des étrangers qu'il va falloir peut-être armer pour venir déstabiliser notre pays, à partir de ce moment, moi je considère que même si demain, par extraordinaire, je ne le souhaite pas, même s'il y avait un attentat, tant que ce n'est pas perpétré par des Sénégalais radicalisés négativement, moi je dis qu'on peut encore garder de l'espoir. Pourquoi? Parce que notre islam ne connaît pas ça. Voilà, j'ai l'habitude de le dire, le mot le plus utilisé au Sénégal, c'est salam. Salam signifie la paix. Voilà, donc je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait au jour changer la conscience populaire jusqu'à ce que le Sénégalais arrive à considérer que, en tant que musulman, il est de son devoir de tuer d'autres musulmans. Parce que ce qui est absurde dans ce combat que l'on appelle le terrorisme, c'est que c'est des musulmans qui, imposant, ce ne sont même pas des musulmans, mais qui le font sous la bannière de l'islam, qui, imposant une bombe, pour faire quoi en fait? On se bat contre qui? On se bat contre qui? Contre des intérêts de l'Occident. Oui, mais contre les intérêts de l'Occident, il y a une possibilité de le faire sans pour autant que l'on pose une bombe qui éclaterait et qui ne ferait pas de distinguo entre quelqu'un qui est musulman et quelqu'un qui ne l'est pas. Que faudrait-il faire alors pour faire face à cette menace terroriste? Être vigilant, être vigilant, être vigilant. Il n'y a rien d'autre que ça. Être vigilant. Il n'y a aucune possibilité qu'un État peut avoir pour pouvoir. Parce que ces gens-là que l'on appelle des terroristes, c'est également des gens organisés, Sophie. C'est des gens organisés, c'est des gens déterminés. Moi, je dis qu'au-delà de la vigilance, il faudra que l'État soit plus déterminé également que l'État à travers naturellement nos forces de défense et de sécurité. D'accord. Et vous, M. John, la solution? Et probablement peut-être doter nos forces de défense et de sécurité de moyens suffisants pour leur permettre d'abattre également correctement leur travail. Vous ne pouvez pas demander à des hommes et des femmes du renseignement de vous amener des résultats lorsqu'ils n'ont pas le minimum pour pouvoir faire exactement leur travail. Exact. Monsieur John, la solution? La solution étant que les gens restent que les citoyens restent sur leur garde et puis que, comme je viens de le dire, qu'à chaque fois qu'il y a eu des mouvements suspects, que les citoyens puissent aviser les autorités. Et je pense que aussi c'est la seule façon de se prémunir de certains attentats terroristes cités.
D'accord. On va aborder le dernier thème de cette émission qui est l'affaire Aïcha Diallo, du nom de cette jeune fille qui est décédée à l'hôpital de Pikine. Alors, monsieur John, pourquoi on entend rarement les politiques se prononcer sur ce genre de questions? Bon, vous savez, d'abord, avant de répondre à cette question, vous allez me permettre de présenter toutes mes condoléances à la famille de Aïcha Diallo, de la disparue Aïcha Diallo, et qui a suscité beaucoup d'émoi au niveau de la population. C'est une question un peu sensible dès lors aussi qu'il faudrait rappeler que le ministre de la Santé a dit que des mesures seraient prises et que les auteurs seraient sanctionnés. Par rapport à ça, moi, je vais aller un peu plus loin parce que je rappellerai que depuis de 2012 à 2016, l'actuel régime a injecté au niveau du secteur de la santé 355 milliards 364 millions de francs CFA et que le gouvernement a abattu évidemment beaucoup de performances au niveau de la santé. Donc de ce point de vue, s'il arrive que les politiques ne se prononcent pas là-dessus, parce que c'est une évidence que le président Macky Sall a beaucoup fait pour la santé. Comme l'en témoignent déjà les investissements au niveau de certains hôpitaux, au niveau de certains centres de santé. Non, mais je demande pourquoi par exemple, les politiques ne se prononcent pas sur ces questions sociales. Parce que, par exemple, s'il s'agissait de fichiers électoraux ou bien de quelque chose d'autre qui a un rapport avec la politique, on les entendrait se prononcer là-dessus. Mais là, il s'agit d'une question sociale. Pourquoi les politiques ne se sont pas prononcés sur l'affaire Aïcha Diallo? Qu'est-ce que vous entendez par question sociale? Il y a eu mort. Il y a eu une mort dans un hôpital. Et vous conviendrez avec moi que déjà les médecins sont formés à bonne école. Notre université est une des meilleures au niveau de la sous-région. En témoignent ceux qui viennent de l'étranger, qui viennent apprendre ici, dans la sous-région. Et on parle de déficit du nombre des déficits de médecins. Je pourrais accepter cet avis. Il est vrai qu'au niveau du secteur de la santé, dans les recrutements, le gouvernement a beaucoup fait. Mais en perspective de 2017-2019, d'autres recrutements évidemment se feront. Il est vrai qu'il y a eu défaillance au niveau déjà de l'accueil et de la réservation et de la réception au niveau même de l'hôpital et des hôpitaux en général. Parce que pour le déficit du personnel sanitaire, vous conviendrez avec moi que l'accueil dans les administrations sénégalaises est décrié. Bon, au niveau de la santé, d'abord, du cas de la santé, déjà, il faut dire que déjà, quand vous venez avec votre malade, il est très régulier que vous trouvez que ceux qui soignent les malades soient en train de travailler sur un autre malade, de le diagnostiquer et de le travailler. Donc, par rapport aux urgences qui se présentent, il n'est pas encore défini que certains puissent abandonner des malades pour retrouver d'autres malades. Donc là aussi, c'est un problème de personnel qui se pose au niveau des structures sanitaires. D'accord. Mais il n'en demeure pas moins que le gouvernement a pris à bras le corps le problème de la santé, comme je viens de vous le dire. Jamais de mémoire de Sénégalais, autant de milliards n'ont été injectés dans le secteur de la santé. En tout cas, le Dr Boli Diop a fait une sortie et il a fait comprendre que Abdoulaye Diouf Sarr a du pain sur la planche. Alors, à vous, Monsieur Mbouch, Monsieur Mbou, alors, pourquoi les politiques, on ne les entend pas sur ces genres de questions? D'abord, vous me permettrez de présenter moi aussi toutes mes condoléances à la famille de la petite Aïcha Diallo et prier pour elle et prier également pour sa famille. Il faut dire que, Sophie, le mal est plus profond, à mon avis, que cela. C'est-à-dire C'est-à-dire que nous avons un problème de conscience sociale, pour ne pas dire sociétale. Dans la mesure où ce qui s'est passé à l'hôpital avec Aïcha, on le retrouve pratiquement à tous les niveaux de l'administration. Je ne suis pas en train de dire que l'administration sénégalaise est malade. Non, pas l'administration sénégalaise. Je ne suis pas en train de dire que le personnel soignant de l'hôpital de Pikine est responsable de sa mort parce qu'il revient à l'enquête de déterminer ça. Je ne les condamne pas. Mais je peux évidemment me prononcer par rapport à un certain type de comportement que nous avons noté. Et à l'ensemble de l'échelle, que vous allez à l'école, que vous allez dans la santé, que vous soyez dans l'administration sénégalaise, même lorsque vous allez à la police et à la gendarmerie, vous êtes mal accueillis. C'est partout.
Ça veut dire que vous allez à la police, si vous voulez vous sentir ridicule, humilié, allez à la police. Ça revient, monsieur Mbou, à dire que l'administration sénégalaise est malade au niveau de l'accueil. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous confirmer. J'ai dit que tant que nous ne faisons pas un travail de réorganisation, mais surtout un travail de réarmement moral de tous ces gens qui travaillent, pour qu'ils comprennent qu'en fin de compte, ce n'est pas eux qui intéressent le citoyen qui arrive, c'est le service qu'ils incarnent qui les intéresse. On n'aurait jamais rencontré quelqu'un dans un commissariat de police si lui, il n'avait pas pris l'option d'être policier. Quelqu'un d'autre probablement aurait occupé. Le Sénégal est le seul pays, à mon avis, au monde où lorsque quelqu'un occupe une fonction ou un poste de responsabilité, il confond sa propre personne avec l'emploi qu'il est en train d'incarner. Et c'est cela qui se passe dans nos hôpitaux. Vous y allez, les médecins ou certains, je ne les mets pas tous dans le même sac, certains, mais évidemment la manière dont ils vous accueillent, ils vous tuent déjà. Alors que l'accueil est primordial. L'accueil est primordial. Et je sais que dans l'ensemble de leur processus de formation, il y a une discipline qu'on appelle la déontologie, qu'ils apprennent et qui les permet de pouvoir accueillir et de bien installer un malade pour pouvoir lui donner au moins un réconfort psychologique. Je pense qu'il y a un travail à faire au-delà des milliards qu'on nous chante. On a beau parler de milliards, oui, mais quel est le résultat? On a beau installer des milliards, quel est le résultat? On aurait mis 1000 milliards dans le système de santé. On n'aurait pas changé les gestes, on n'aurait pas changé l'accueil, on n'aurait pas changé le comportement, on n'aurait rien changé. Alors, ça n'amènerait le résultat, on le demande à M. Ndjongo. Voilà le résultat. C'est un problème de système, c'est ça que je suis en train de dire. C'est un problème de système. Et dans ce système, c'est pas un problème de milliards, c'est un système doit être changé par un problème de vision. C'est une vision qui change un système, pas des milliards. Les milliards peuvent renforcer le plateau technique. Vous pouvez avoir un hôpital ultra moderne. Si vous avez un personnel qui ne connaît pas la valeur du malade qu'ils accueillent, évidemment ce plateau technique performant ne peut servir à absolument rien parce qu'il peut y avoir évidemment ce qui s'est passé avec la. Donc c'est un problème d'homme. Moi ce que je veux, c'est que non seulement que ce soit un problème de système, mais que ce système-là soit soigné et que ça dépasse le cadre de la santé. Que l'enseignant puisse mettre beaucoup plus de rigueur dans ce qu'il est en train de faire, le policier plus de rigueur et d'humanité dans ce qu'il est en train de faire, le gendarme pareil, l'administrateur, le haut fonctionnaire pareil. Mais au-delà, au lieu de faire cela, ce qu'on retrouve, c'est que dans une administration, on considère que la meilleure façon d'accueillir quelqu'un, c'est de tenter de l'humilier. Alors, l'humiliation, à mon avis, ça ne peut créer que ces incidents regrettables. Partout, il y a des brebis galeuses. D'accord. Maintenant, le ministre de la Santé a fait une sortie presque menaçante à l'endroit du personnel de santé. Alors, est-ce que c'est de son rôle sur l'affaire Aïcha Diallo? Vous savez aussi, il en a la charge déjà que c'est le ministre de la Santé. Et par rapport à cette situation, évidemment, avec courage aussi, il faut le dire, il a demandé que les responsabilités soient situées. Et somme toute normale dans toute démocratie ou bien dans tout pays qui se respecte, quand il y a de telles situations, l'autorité en charge d'un domaine bien particulier où il y a des problèmes est tenue quand même de diligenter une enquête pour qu'on puisse situer les responsabilités. Vous voyez que déjà ça se jette la balle par-ci par-là. Au niveau de la santé, ils vous diront que déjà l'enfant était dans un stade où il était déjà en infection. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais nous avons cru comprendre que déjà au niveau de la santé, au niveau de Pikine, l'hôpital a manifestement montré que l'enfant était déjà dans un état critique avant qu'il ne vienne là-bas. Donc au niveau de la famille aussi, qui a bouté en touche, arguant l'argument selon lequel l'accueil n'a pas été bien fait et au contraire on les a laissés poireauter au moment où l'enfant était dans sa douleur. Donc de ce point de vue, il faudrait que l'on sache où se trouve la vérité. Et donc c'est une position normale du ministre Abdoulaye Diouf Sarr que nous saluons et nous attendons vivement. Au contraire, nous souhaitons qu'effectivement que des sanctions soient prises à l'endroit de ceux qui seraient auteurs de faute. Donc de ce point de vue... Vous partagez cet avis? Oui, peut-être à moitié dans la mesure où je considère qu'en tant que ministre de la Santé, il est dans son rôle d'exiger à ce qu'une lumière soit faite par rapport à cela. Mais là où je voudrais qu'il aille encore lui
plus loin que cela, c'est que ce n'est pas seulement, il ne faut pas seulement exiger que la lumière soit faite, il faut également travailler à ce que ce système-là, comme je le disais tout à l'heure, puisse changer. Il ne s'agit pas d'installer un système de dénonciation que les patients feraient, mais on sait, dans certains hôpitaux, les brebis galeuses. Ça, nous le savons. Les populations en souffrent. Dans certains hôpitaux, vous y allez, c'est des sages-femmes qui sont plus occupées par les feuilletons télévisés que de regarder une femme qui est sur le point d'accoucher. C'est un médecin qui, s'il n'est pas payé, ne soigne pas. Encore une fois de plus, je ne fais pas dans la généralisation abusive. Il y en a qui sont consciencieux, très professionnels, très altruistes, très altruistes. J'ai même vu à Dantec un médecin qui a payé des ordonnances pour un malade. Payer des ordonnances pour un malade avec son propre argent, celui-là est un exemple. Mais par contre, il n'y a pas que des cas d'exemple dans ces hôpitaux-là. Et j'ai dit, écoutons, apprenons à écouter la voix du peuple. Le peuple, par rapport à cela, évidemment, a à dire et à redire. Donc, ce n'est pas un problème de milliards, ce n'est pas un problème de radiothérapie. Ce qu'on veut, c'est que le système soit réformer en profondeur pour que surtout les gens qui incarnent ce système-là, qui sont les acteurs de ce système, puissent comprendre qu'en définitive, le malade a des droits, que le malade doit être respecté et que l'accueil peut d'une certaine manière participer même à sa thérapie. Peut participer à sa thérapie. Il ne s'agit pas de donner des injections ni de faire des perfusions. Vous accueillez bien un malade à 90%, vous l'avez déjà guéri. Un bon accueil est important. Merci. C'est la fin de cette émission, Monsieur Bokar Djong. Vous êtes de l'APR. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Monsieur Mbou. Oui, je voudrais aussi dire que je suis secrétaire général d'un mouvement qui s'appelle Rassure, Rassemblement pour un Sénégal uni et républicain. Donc, c'est vrai que je suis du Parti socialiste, mais je suis également le secrétaire général de cette structure-là. Alors, merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi votre émission Duel qui vous donne rendez-vous vendredi pour un autre numéro.